Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'écoute animale. Aujourd'hui, je vous propose le deuxième podcast au sujet de l'ostéopathie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter le premier qui définit l'ostéopathie. Je spécifie ensuite en ostéopathie humaine et après en ostéopathie animale. Ceci permet de faire un premier point sur le sujet que je vais aborder dans ces divers podcasts. Dans celui-ci, interviewe Christine Pisson, ostéopathe humaine et animale. Nous échangeons sur ses études, son parcours post-études et maintenant sa vie personnelle et professionnelle bien réglée normalement. Je vous laisse écouter ceci et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à vous, merci beaucoup pour cet échange et la possibilité de pouvoir communiquer avec vous sur donc l'ostéopathie sous toutes ses formes, parce que vous êtes ostéopathe humaine, mais aussi un peu avec des formations d'ostéopathie animale qu'on va pouvoir creuser. Moi, l'objectif de ce podcast, c'est donc de bien comprendre le métier, sur les deux spécificités, et notamment dans votre vie, votre quotidien de tous les jours en tant qu'ostéopathe. Là, vous êtes Christine Pisson, ostéopathe DO, diplômée en ostéopathie humaine et avec diverses formations. Et puis diplômée aussi en ostéopathie équine. Vous avez fait aussi une mission humanitaire en Inde que j'ai trouvée très enrichissante pour vous et à échanger aussi ensemble. Donc on va procéder à un échange par questions et si vous vous sentez libre, on peut échanger encore en dehors des questions. Donc je vous invite à vous présenter davantage et à faire part de votre parcours. Alors effectivement, je m'appelle Christine Bisson, je suis ostéopathe DO, donc DO ça veut dire diplômé ostéopathe, c'est pour les formations qui sont vraiment validées par le ministère de la Santé, et aussi ostéopathe animalier. Effectivement, j'ai d'abord été diplômée ostéopathe équin, puis ensuite avec l'ordre des vétérinaires qui a fait passer des décrets en 2017, je me suis reformée pour devenir ostéopathe pour tous les animaux. Ma pratique est essentiellement, est très variée, du nourrisson à la personne âgée. Je vois après plutôt des chevaux, des chiens et des chats, assez peu de vaches. Mais voilà, c'est quand même assez diversifié entre le cabinet, les domiciles, les animaux que je ne fais qu'à domicile. Et j'aime beaucoup ça. C'est magnifique, merci. Donc vous avez fait un parcours qui a été mouvementé par rapport au nouveau changement de l'État, comme vous disiez. Votre parcours en tant qu'ostéopathe humaine était la première chose que vous avez faite? Alors en fait, au début, quand j'étais petite, je voulais faire que ostéopathe pour les chevaux, et puis mes parents m'ont dit que c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus judicieux parce que c'était pas encore très reconnu à l'époque, et ça ne me gênait pas non plus de partir plutôt dans le côté humain. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord fait 5 ans d'ostéopathie humaine, et en fait en parallèle des 3 dernières années d'études, là je me suis inscrite dans une autre école pour faire juste l'équin, donc sous forme de stage les week-ends, toutes les 6 semaines pendant 3 ans, et j'ai été diplômée les deux, donc équin et humain, la même année, pour pouvoir pratiquer les deux en même temps, sachant qu'après, avec les décrets qui sont passés, il devenait interdit de continuer à pratiquer pour les animaux sans avoir repassé certains diplômes. Oui, parce qu'évidemment, il y avait le système maintenant du CNOV, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui a bien réencadré l'ostéopathie animale et qui demande donc un examen final en dehors des études pour valider l'ostéopathie animale maintenant. Donc c'est vrai que du coup vous avez dû refaire ce parcours-là à la suite pour pouvoir pratiquer malheureusement. D'accord. Et du coup votre mission humanitaire, vous l'avez placée après les 5 ans, votre terminus avec l'ostéopathie humaine? Oui, juste après en fait avoir été diplômée des deux, je voulais faire complètement autre chose pendant un petit temps, et en fait il s'avère que j'avais cherché pas mal de missions, et donc je suis partie avec les Missions étrangères de Paris. C'est un organisme chrétien catholique, et en fait il s'avère qu'ils m'ont proposé une mission en ostéopathie en Inde, humaine uniquement par contre. Donc j'ai été dans une école d'enfants handicapés moteurs et ou mental pendant 6 mois, ce qui a été très enrichissant parce que
l'Inde déjà c'est très enrichissant, et puis c'est vrai que travailler avec des enfants qui avaient des polyhandicaps qu'on ne voit pas vraiment chez nous parce que on arrête souvent les grossesses avant qu'il y ait ce type de problème. Donc c'était plutôt, c'était pas forcément très facile, c'était très humain et ça a appris beaucoup de choses aussi pour le retour ici. Ce qui m'a aussi donné envie de continuer à faire de l'associatif dès que je suis rentrée en France, que ce soit à Paris puis maintenant à Annecy. D'accord, ah oui. Et donc ça vous a permis aussi de vous faire une certaine part d'expérience pour la suite et de vous faire connaître pour revenir sur France et avoir donc de la clientèle et vous établir au sein de la France en tant que ostéopathe humaine. Ah non, ça avait aucun rapport. D'accord, non, c'est plutôt moi qui, en plus justement du travail en cabinet ou avec les animaux, a décidé de continuer à faire de l'associatif. Parce que je trouve aussi que les séances d'ostéopathie ne sont pas toujours abordables pour tout le monde. Et mine de rien, il y a quand même beaucoup de monde qui peut avoir besoin ou recours à l'ostéopathie pour que ça leur fasse du bien. Et donc c'était aussi un moyen de pouvoir continuer à donner de mon temps, de mon énergie, en plus du cabinet ou des domiciles pour faire profiter un petit peu tout le monde aussi. D'accord, oui, merci. Je souhaite plus me spécifier dans l'ostéopathie animale et donc, après 2017, vous avez dû refaire les études. Vous avez suivi et du coup un parcours avec une école. Est-ce que vous pouvez me dire davantage de choses sur cette école et pourquoi avoir choisi déjà cette école ? Alors pour tout ce qui est ostéopathie animale, moi au départ j'avais été formée par l'IFOREC pour tout ce qui était ostéopathie équine. Ils n'étaient pas très spécialisés CNOV avant les décrets forcément. Et donc après les décrets, là il a fallu vraiment que je trouve une école qui refasse un petit peu tout le parcours, mais un peu en condensé. Donc j'ai fait un stage avec le NIAO sur une semaine, vraiment intense, pour aborder vraiment toutes les questions et tout ce qui n'est pas forcément enseigné ou ce qui n'était pas encore enseigné sur le cadre législatif, sur plein de choses très spécifiques qui ont permis de vraiment compléter le bagage que j'avais. Et par ailleurs, j'ai aussi pu être en contact avec différents ostéopathes animaliers qui m'ont prêté leurs cours ou ce qu'ils avaient déjà effectué dans certaines écoles. Donc beaucoup de travail personnel, c'était vraiment énorme, faut quand même le dire. Et donc après un examen quand même particulièrement stressant parce que très poussé par rapport à ce qu'on va faire après dans la vie de tous les jours, mais quand même enrichissant et intéressant pour que tout le monde soit sur la même base. Et c'est très sélectif, faut quand même le dire, il faut vraiment s'accrocher pour que ça marche et pour le réussir. Que ce soit en théorie ou en pratique d'ailleurs. Parce qu'après en pratique on tire au hasard un animal entre chien, chat, cheval et vache. Et donc effectivement ceux qui sont à l'aise avec les chiens au départ mais pas avec les vaches et qui tombent sur une vache, c'est compliqué. Donc voilà, il faut quand même être à l'aise un petit peu avec les différentes espèces et puis être vraiment sûr et clair de ce qu'on va dire et d'être paré à toutes les questions potentielles et les pièges qui sont susceptibles de nous être posés. D'accord, ok. Donc vous avez pu faire une partie donc, théorique vraiment personnelle et approfondie, et la partie pratique, vous avez pu aussi la voir avec ces systèmes, comme vous disiez ou Pour la pratique, je me suis surtout basée sur une trame qu'on m'avait donnée. J'ai fait, je crois, 2 stages aussi pour vraiment aborder le côté pratique. Dont un que j'ai effectué je crois vers Salanches, je ne sais plus comment s'appelait l'ostéopathe qui me le proposait, plutôt pour aborder tout ce qui était vache parce que j'en avais pas beaucoup fait et c'était assez intéressant pour voir un petit peu justement tout ce qui pouvait nous être posé comme question. C'était sur un week-end et après par contre moi j'ai beaucoup pratiqué avec mes proches qui avaient des animaux ou les proches de proches qui connaissaient des éleveurs ou voilà, des copains qui avaient des chiens, des chats, vu que je pratiquais pas beaucoup sur ces animaux-là au départ. Les chevaux, ça, il n'y avait pas de problème parce que j'en avais fait déjà beaucoup avant. Mais voilà, c'était plutôt vraiment pour par contre se mettre dans la trame demandée par le CNOV, qui est quand même, on va dire, un petit peu rigide.
Oui, bon, j'ai à peu près compris quand même qu'il y avait ce décalage parce que du coup c'est l'ordre des vétérinaires qui préférait d'une certaine manière cibler et décaler les personnes qui pourraient potentiellement rentrer plutôt dans le mode vétérinaire que dans le mode ostéopathe, et donc ils ciblaient vraiment, que ce soit la partie théorique ou la partie pratique, pour éliminer les personnes qui correspondaient trop à un profil vétérinaire et que ça reste vraiment les profils ostéopathes et que ça puisse faire certaines distinctions pour pas que l'ostéopathie prenne sur leur métier à eux. Bon, c'est en train de changer, à ce que je comprends, et qu'il y a l'école, par exemple, les écoles commencent à se rassembler pour améliorer l'examen pratique, mais ça a été trop ciblé vétérinaire, alors que les études ont été ciblées plus ostéopathie, ce qui était logique en termes final. Donc je comprends ce décalage et cette lourdeur qu'il y a dû avoir à l'époque, et j'espère que ça va changer pour moi, surtout. Mais en tout cas, peut-être que participer à changer cette dynamique, chacun à votre niveau en tant qu'étudiant, pour que ça puisse améliorer la reconnaissance au niveau de l'état de l'ostéopathie, que ce soit humaine ou animale. Et donc merci pour cet échange, ce partage. Pour vous, ça a été une grosse quantité de travail à fournir, ça j'ai bien compris. Et donc, vous avez dû apprendre par cœur toute l'anatomie. Est-ce que ça a été quelque chose de facile pour vous d'apprendre par cœur, d'avoir cette notion de charge de travail importante pour au final arriver à tout comprendre, tout connaître sur l'animal, dans les détails, dans les muscles, etc. Pour tout ce qui est humain, forcément sur 5 ans c'est un peu plus étalé. C'est vrai que c'est quand même effectivement beaucoup d'apprentissage, beaucoup de par cœur. Après ça dépend comment est-ce qu'on apprend aussi. Il y en a qui sont très visuels, il y en a qui sont très auditifs, il y en a qui sont très de l'écriture. Moi j'ai été très écriture, donc effectivement par exemple pendant toutes mes études humaines, tous les soirs je reprenais mes cours, j'en faisais des fiches, des fois je faisais même des fiches de fiches, mais ça me permettait vraiment de mémoriser de cette façon-là. Après chacun est différent, chacun part aussi avec plus ou moins de facilité. Après moi je me suis donné beaucoup de mal pour ça, mais parce que j'avais aussi des exigences personnelles élevées par rapport à ça. Ça n'empêche pas des gens qui en font un peu moins de quand même bien réussir. Après voilà, chacun met la barre là où il a envie. Et pareil pour l'animal, après je n'ai pas l'impression d'avoir... moi je suis pas forcément partie avec beaucoup plus de facilité de mémorisation, même si bon, moi j'ai quand même une bonne mémoire, mais c'était beaucoup la répétition qui permettait d'apprendre, et le sérieux et la régularité pour arriver vraiment à mémoriser sur le long terme, parce que c'est bien beau, souvent il y en a qui apprennent juste pour un examen et qui oublient 2 jours après. C'est pas tout à fait ma vision des choses, donc moi c'était plutôt pour que ça serve pour tout le temps et de plus l'oublier au bout d'un moment. Donc effectivement beaucoup de rabâchage et de répétition pour apprendre par cœur, mais ça n'empêche pas de reprendre un cours de temps en temps sur un sujet spécifique où on a pu oublier quelques petites notions pour se le réapproprier aussi. Et voilà. Je sais pas si ça répond exactement à la question, mais c'est très bien. C'est aussi beaucoup la pratique qui permet de mémoriser. Oui. Quand on vient toucher les zones qu'on a apprises en théorie, forcément, ça met tout de suite plus de sens. Oui, ça permet de coupler tout l'apprentissage théorique vraiment par le toucher, et ce qui permet d'apporter le côté kinesthésique qui est essentiel pour l'apprentissage aussi. Et donc c'est ce sérieux-là que vos proches du coup ont senti en vous et qui m'ont permis aussi d'accorder une certaine confiance en n'étant toujours pas diplômés, mais permettant quand même la pratique sur leurs animaux, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont l'appréhension, si on n'est pas forcément diplômé, etc., pour la pratique sur un animal qui est soit proche, soit un peu plus éloigné, comme vous disiez, pour les élevages. Mais il y a eu quand même ce côté-là pour vous. Vous avez senti une certaine confiance de vos proches pour la pratique, ce que vous disiez, que vous avez quand même fait autour de vous? Alors c'était pas exactement ça, parce que moi j'étais déjà diplômée humain et équin quand j'ai décidé de faire le CNOF pour continuer à exercer en ostéopathie animale. Donc en fait j'avais déjà le bagage, donc c'était pas forcément, je sortais pas de nulle part avec les animaux, et puis j'étais déjà à l'aise avec les chiens et les chats, les vaches un peu moins, mais bon c'est pas
ça marche bien quand même, quoi. Donc c'était pas... Non, ça m'a pas forcément impacté de cette façon-là, parce que j'avais déjà l'habitude de travailler depuis plusieurs années, donc il y avait déjà un peu ce côté sérieux, et puis voilà, ça a arrangé aussi certaines personnes du fait de pratiquer en n'étant pas diplômé, forcément, soit on fait un tarif intéressant, soit on fait gratuitement, donc forcément ça aide aussi un petit peu à ce que les gens acceptent entre guillemets que leurs animaux soient des cobayes, sachant qu'on a quand même vraiment bien appris tout ce qu'il fallait de par le CNOV pour traiter correctement leurs animaux. D'accord, oui. Ok. Oui, c'est vrai que ce côté-là joue en votre faveur, et c'est vrai que moi, si je me lance dans une pratique comme vous, ça va être plus compliqué étant donné que c'est vrai que j'ai pas de bagage et je me sentirais même pas la légitimité de pouvoir pratiquer sur des animaux si je n'ai pas terminé mes études, surtout en ostéopathie animale, où j'ai des connaissances en dehors de l'ostéopathie. Mais après, il y a beaucoup de pratiques quand même dans les études. Oui. Donc ça aide à être plus à l'aise aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, sujet un peu plus ciblé au niveau des études, et après on va changer de sujet, mais en termes financiers, comment est-ce que vous avez réussi à pouvoir gérer, parce que du coup c'est un coût assez important, ce côté-là, pour assurer le coût de stabilité étudiante? Alors moi j'ai eu de la chance, mes parents ont pu financer l'ensemble de mes études, que ce soit humaines ou animales. Donc c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de questions à me poser de ce côté-là, et je pense que c'est vrai que le côté sérieux aussi aide, parce que vu le coût financier des études, les parents, je comprends qu'ils veulent être sûrs que leur enfant aille au bout et que ce soit vraiment ce qu'ils avaient envie de faire, parce que sinon c'est jeter entre guillemets beaucoup d'argent par les fenêtres. Moi, j'ai toujours su en fait que je voulais faire ça. Quand j'étais petite, je voulais devenir vétérinaire au départ, et puis finalement ostéopathe pour les animaux, puis du coup ils m'ont dit plutôt ostéopathe humain, donc ça m'allait bien. Et pour faire les deux à la fin, donc ils étaient aussi très pour que je fasse à la fois les chevaux et les humains. Donc moi j'ai pas eu beaucoup de questions à me poser de ce côté-là, ce qui est vraiment une chance, parce que j'ai aussi beaucoup de copains qui ont dû faire des prêts étudiants, notamment pendant les 5 années d'humain, parce que moi c'était pas pareil pour l'animal. Maintenant c'est vrai que c'est des formations continues, donc ça doit être la même chose, et beaucoup doivent faire des prêts. Mais c'est vrai que voilà, ça par contre ça doit être quelque chose de compliqué, parce qu'avoir un prêt étudiant, certes ils sont pas forcément ils sont plutôt intéressants vu que c'est pour des étudiants, mais après c'est vrai que démarrer avec un prêt en plus, ça met quand même beaucoup de charge mentale et beaucoup de stress, je pense, que j'ai eu la chance de ne pas avoir. D'accord. D'accord. Et vous disiez donc, une question qui m'intéresse aussi, parce que moi aussi au départ c'était faire vétérinaire parce que c'était la voie initiale sur les animaux, et pourquoi vous avoir retiré du coup cette envie vétérinaire et pouvoir plus vous cibler sur l'ostéopathie? J'avais fait mon stage de 3e qu'on doit tous faire d'observation chez des vétérinaires équins. Et au cours de la semaine, c'était très intéressant, mais je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce que je voulais faire. J'avais besoin de plus de contact, je pense. Et donc après, c'est pour ça que je suis partie plutôt dans le côté ostéopathique. Donc là, on est vraiment tout le temps que au contact, avec nos mains, principalement, essentiellement et seulement. Donc c'est plutôt ce côté-là qui m'a intéressée. Et effectivement, de pouvoir toujours voir les humains ou les animaux dans leur espace de vie, ou justement les traiter dans leur ensemble, et pas seulement de façon non plus médicale ou médicamenteuse. Il y avait un peu cet aspect-là qui me plaisait moins, et donc j'avais besoin d'être plus au contact de ça, et plus dans le relationnel aussi, je pense. D'accord. C'est enrichissant. Effectivement, il y avait ce côté, pour moi aussi, beaucoup trop ciblé, ou en tout cas plus médicamenteuse, qui ne me plaît pas du côté vétérinaire. Et j'ai malheureusement pas pu faire de stage à leur côté, mais je vais en faire un dans quelques temps pour pouvoir vraiment éliminer ça, parce que c'est vrai que c'était pour moi été une grande frustration de me rendre compte de ce qu'était l'ostéopathie animale en termes financiers. Et voir aussi que c'était une grande charge, parce que l'État était pas forcément en accord avec ces études-là, mais que les vétérinaires demandaient une grande charge de travail. De prendre en compte aussi qu'il faut aussi faire des opérations, donner des médicaments. Ça, c'est une partie que j'avais pas forcément appréciée aux côtés des vétérinaires. C'est pour ça que moi, je me suis ciblée sur l'ostéopathie animale aussi, et le contact était très important pour moi. Donc on va parler post-études, parce qu'on a déjà parlé des examens.
Comment, du coup, vous avez pu vous établir dans la vie active? On en a déjà un peu parlé, mais pourquoi, du coup, avoir choisi de vous spécifier femme enceinte, sportif et aussi équin, ce que j'ai compris? Le côté pédiatrique, femme enceinte, ça m'avait toujours bien plu. Donc je trouvais ça plutôt intéressant comme entre guillemets branche de l'ostéopathie, même si je travaille du nourrisson à la personne âgée et que je vois vraiment tout le monde au cabinet. Mais voilà, ce côté-là m'intéressait un petit peu plus avec tout ce qui est gynéco aussi, et pour pouvoir plus aider les femmes dans cette optique-là. Et après, tout ce qui est sportif, c'est parce que je pratique beaucoup de sports différents, divers et variés, et donc forcément aussi assez à l'aise dans cette optique-là, même si je ne me suis pas formée spécifiquement sur certaines choses chez les sportifs, mais c'est plutôt du fait voilà, de mon expérience aussi un peu personnelle que ça me rend assez à l'aise avec la patientèle de sportifs. Et puis après, équin, c'est parce que j'ai toujours été passionnée de chevaux depuis toute petite, j'en fais depuis que j'ai 4 ou 5 ans, et donc je me suis dit aussi un jour que c'était aussi plus sympa de traiter les chevaux plutôt que de leur monter dessus. Donc en tout cas qu'il y avait beaucoup de problèmes entre les cavaliers et les chevaux, donc de pouvoir aussi un peu allier le côté justement ostéopathique du cavalier et du cheval pour pouvoir un petit peu allumer certaines lumières chez les cavaliers qui pensent souvent que c'est leur cheval qui a le problème, alors qu'ils ont un décalage de bassin et que forcément le cheval va pencher s'ils ont une jambe plus courte que l'autre, ou plein d'autres problèmes. Je trouvais ça assez intéressant de pouvoir combiner un peu les deux. Et puis voilà, le cheval c'est aussi un animal que j'apprécie beaucoup, donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de bien à leur faire parce qu'ils sont quand même pour la plupart très utilisés, on va dire. Alors que c'est pas tout à fait leur anatomie qui est vraiment la meilleure pour que ce soit un animal monté. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, se spécifier pour les femmes enceintes, vous avez fait ça du coup au cours de vos 5 ans, ou est-ce que c'était quelque chose en plus On en avait dans les études, mais non, ça par contre, je me suis beaucoup formée par la suite. J'ai fait beaucoup de stages différents, que ce soit justement sur la femme enceinte, le nourrisson, la pédiatrie, dans tous les domaines de la pédiatrie qu'on peut aborder aussi en ostéopathie, pour vraiment aussi bien comprendre le fonctionnement des enfants, même s'il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec l'adulte, mais c'est quand même un petit peu différent. Et pouvoir faire voilà, les passerelles aussi avec le côté pluridisciplinaire, parce que moi j'aime beaucoup travailler avec les autres professionnels. Donc je trouvais ça très intéressant, que ce soit d'ailleurs pour les enfants ou pour les adultes ou pour les sportifs, etc. Mais voilà, par contre ça c'est vrai que je me suis beaucoup formée après les études pour tout le côté pédiatrique, parce que même si on en a dans les études, je trouve que c'était pas du tout suffisant pour la suite. D'accord, ok. Ouais. Donc j'ai fait voilà, des grosses formations, OPP, ostéopathie périnatale et pédiatrique. J'en ai fait avec Michel Lambert-Mussat, j'en ai fait avec OstéoBébé, j'en ai fait avec Tricot, voilà, j'ai fait beaucoup de choses. D'accord, voilà. C'est un parcours vraiment très riche et un vrai soin d'approfondir et de spécifier votre métier, et je trouve une belle valeur. Pareil pour le fait d'être allée en Inde. Oui. C'était aussi pour être dans une école d'enfants handicapés. Donc là, c'était vraiment plutôt le côté handicap, mais le côté justement enfant était très intéressant. Oui. Avec des choses que je ne reverrai jamais ici, des macrocéphalies, des microcéphalies, ouais, enfin beaucoup de pathologies de pieds, de choses qui malheureusement empêchent même les enfants d'atteindre l'âge adulte. D'accord. Mais voilà, pour lesquels on pouvait quand même essayer de faire des choses pour leur améliorer leur quotidien à notre échelle. D'accord, ok. Est-ce que ça a été facile pour vous de faire du coup la différence en étant spécifié, ou par rapport aux autres ostéopathes de faire la différence et de vous sortir et de pouvoir vous créer du coup une stabilité personnelle, vie professionnelle, et que ça puisse rentrer aussi dans vos frais parce que... Si le fait d'être spécifié a aidé à ce que ça m'installe? Oui, ou est-ce qu'il y a autre chose qui vous a permis de vous installer correctement en dehors de la spécification? Ça dépend toujours de la zone dans laquelle on va s'implanter. Parce que ça dépend du nombre d'ostéopathes qu'il y a déjà sur place, et puis de la demande. Même si maintenant on parle de plus en plus des ostéopathes au niveau
national, on en entend beaucoup parler aux infos, les gens sont de plus en plus amenés à en entendre parler, ou par leurs proches, ou par leurs médecins ou autres. Donc ça, c'est vrai que ça aide beaucoup. Après, je sais pas trop si, au départ en tout cas, c'est pas forcément les spécificités qui m'ont aidé. Et puis en plus, il y a beaucoup d'ostéopathes qui vont dire que on travaille quand même dans la globalité, qu'on fait de tout, ce qui est vrai, hein. Après, on est aussi plus ou moins à l'aise avec certaines choses. Mais par contre, c'est vrai que le côté troubles gynéco, femme enceinte, en arrivant à Annecy, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai rencontré certaines sages-femmes, certaines gynécos. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble. Et c'est ça qui a bien fait démarrer parce que on n'était pas forcément beaucoup à travailler dans cette dynamique-là. Et donc là, c'est vrai qu'il y avait pas mal de demandes et de recherches de ce côté-là. Donc ça, je pense que ça m'a pas mal aidé en arrivant ici. D'accord, ok. Et sinon, les autres démarches que vous avez pu faire, on a déjà un peu échangé avant, mais sur le côté aller chercher d'autres personnes pour faire un travail pluridisciplinaire, contacter ce soit des vétérinaires, d'autres personnes, ça c'était une démarche volontaire que vous avez faite qui vous a permis donc de vous établir correctement. Alors oui, alors après moi j'ai pas eu de chance, je suis arrivée à Annecy pour démarrer mon propre cabinet pour la première fois en plein Covid. Donc forcément ça a mis un bon delta temps avant que ça démarre. Mais c'est vrai que voilà, moi ce que j'ai voulu depuis le début par contre c'est rechercher que le côté pluridisciplinaire pour apprendre à se faire connaître et ne pas forcément utiliser d'annonces Google ou de démarchage payant. Et donc vraiment de jouer la carte de la pluridisciplinarité pour aussi pouvoir réorienter correctement les patients parce que en ostéopathie c'est très bien ce qu'on fait mais on n'est pas toujours nécessaire et suffisant et il y a souvent d'autres choses qui rentrent en jeu pour chaque patient, que ce soit au niveau dentaire, au niveau podo, au niveau des yeux, au niveau de plein de choses et qui ont besoin d'être traités aussi pour que le patient soit mieux dans son état de santé et que ça améliore son état de santé. Donc c'est vrai que moi ce que je voulais c'était vraiment avoir aussi une liste de professionnels vers qui orienter pour mes patients. Et donc comme ça, ça a pris beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de temps de contacter tout le monde. Et donc après, comment j'ai fait ? Je me suis déjà renseignée sur internet pour voir un peu les différents types de professionnels qu'il pouvait y avoir. De par les patients, quand ils étaient contents de certains professionnels, je les notais, puis je les appelais. En tout cas, j'ai toujours essayé que ce soit avec mes confrères ostéo autour ou avec les autres professionnels, de chercher à les rencontrer et pas seulement d'envoyer un courrier parce que je trouve que c'est pas forcément assez et puis on n'a pas forcément le visage de la personne, on l'entend pas, on sait pas comment est-ce qu'elle pratique réellement sans en avoir discuté avec elle. Donc, j'ai passé beaucoup de coups de fil, les 2 premières années j'ai vraiment passé beaucoup de temps à appeler des pros, mais voilà, je suis contente de l'avoir fait parce que maintenant au moins quand je vois un patient et qu'il a besoin d'être orienté aussi en fonction de sa localisation, et ça me permet de quasiment toujours lui trouver au moins une solution pour la suite quoi. Donc je pense que voilà, c'est vraiment aussi dans le but du patient. Après, c'est vrai que ça ne va pas forcément rapporter toujours du monde, hein, parce qu'il y a des professions, par exemple, c'est plus moi qui vais orienter vers des podos que des podos vers moi. Mais par contre, ça va être plus des sages-femmes qui vont m'en orienter que moi vers des sages-femmes. Enfin, ça dépend des professions ou des besoins. Mais ça reste quand même intéressant pour que la boucle soit plutôt vertueuse, quoi. Et je sais plus ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Et par rapport par contre au côté animalier, alors c'est vrai que quand j'étais à Paris, alors pour faire démarrer ça, c'est très différent je trouve de l'humain, parce que c'est beaucoup plus fermé le côté animal. Puis moi j'étais que ostéo-équin au départ, donc j'avais fait à peu près, je pense 90% des centres équestres de la région parisienne, pour absolument rien. Donc c'était vraiment beaucoup de temps passé sur la route pour pas grand chose. Et finalement pour arriver vraiment à rentrer dans certaines écuries, c'était par le bouche à oreille ou certains autres ostéos qui arrêtaient et qui entre guillemets que j'avais suivi et que derrière j'avais pu prendre un peu leur relais. Et puis après comme les clients bougeaient d'écuries, ça permettait de se faire connaître dans d'autres écuries. Mais c'est beaucoup plus ingrat, je trouve, pour rentrer dans le milieu animal. Donc à Annecy, j'ai pas du tout voulu reproduire le même schéma parce que j'ai trouvé que c'était une perte de temps phénoménale.
Donc j'ai pas du tout démarché à Annecy et j'ai juste rencontré quelques vétérinaires. Et c'est vrai que ça apporte quand même un petit peu de monde. Mais les gens cherchent beaucoup sur internet et donc c'est plutôt comme ça qu'ils me trouvent. En tout cas pour Annecy, j'ai plutôt des chiens et des chats, ça marche quand même plutôt pas mal. Le problème, je trouve par contre, c'est qu'il y a une école à Annecy d'ostéopathie animale, donc forcément ils rayonnent aussi beaucoup dans le coin, dans les écuries, donc c'est pour ça que j'ai pas non plus démarché les écuries. Mais bon, tant mieux pour eux, hein, j'ai envie de dire, il faut bien qu'ils pratiquent. Et puis, quoi d'autre sur les animaux? À part les vétérinaires, il y a des fois les petites boutiques ou justement tout ce qui va être communication animale ou d'autres professionnels qui sont en lien avec les animaux. Mais je trouve pas que ce soit ça qui marche particulièrement. D'accord, ok. Donc pour le côté animal, j'aurais plus de mal à dire comment faire décoller ça. Moi, sinon, c'est souvent les patients humains qui ont besoin pour leurs animaux. Donc ça fait un bon relais aussi. Ça vous a permis donc quand même de vous installer et suite à ça vous pratiquez et donc vous avez un cabinet donc qui est dédié, vous avez comment, une salle pour les humains et une salle pour les animaux donc dans le cabinet, vous dites que vous faites principalement au cabinet ou est-ce que vous arrivez à rassembler les deux dans la même salle, comment ça fonctionne? Ah non, pas du tout, moi j'ai un cabinet humain, je suis avec 2 orthophonistes qui est dédié que à l'humain. Et tout ce qui est animal, je le fais à domicile. D'accord, ok, c'est ce que. Donc j'ai pas du tout de cabinet pour les animaux, par choix, parce que je suis pas sûre que ce serait problématique de mettre une autre table dans ma salle, mais c'est plutôt pour pas mélanger les odeurs, les allergies, la salle d'attente qui est un peu petite pour accueillir à la fois des animaux, puis mes collègues qui ont beaucoup d'enfants, donc ça pourrait faire peur, etc. Donc voilà, non, c'est plutôt un choix de faire ça comme ça, et aussi parce que je trouve que c'est plus intéressant d'aller à domicile pour les animaux pour voir leur milieu de vie et pouvoir plus donner de conseils aux propriétaires sur certaines choses. Une chatière qui va être trop petite pour un chat qui se racle le dos à chaque fois qu'il passe et donc qui va avoir des douleurs dorsales, ou voilà, certaines petites choses en lien avec comment il pose l'alimentation, ou voilà, comment aider à ce que le chien monte sur le canapé quand il est trop âgé, etc. etc. Ok. Ça vous permet donc de mieux cibler et d'approfondir encore le lien qu'il a aussi avec son humain. Est-ce que pour vous, du coup, c'est intéressant pour vous d'approfondir ce lien avec l'animal et donc son humain, donc par cette recherche, comme vous dites, d'apporter un confort à l'animal? Du coup, c'est aussi dans l'objectif de l'humain ou c'est vous qui faites en plus cette démarche de dire bah là, je vois qu'il a du mal à monter sur le canapé et je peux aider, ou c'est l'humain qui vous demande Ah, c'est souvent moi qui vais leur en parler en fonction de ce que j'ai remarqué ou de ce que j'ai trouvé chez l'animal. Okay. Si justement, je sais pas moi, il a un problème au postérieur droit, je vais demander est-ce qu'il se couche toujours de la même façon, est-ce qu'il y a un endroit où il a plus de mal à descendre, monter, etc. C'est vraiment plus de l'observation, en plus de l'observation de l'animal pour essayer que ça se passe au mieux dans son milieu de vie. D'accord, ok. Moi, j'en tire rien derrière, mais c'est plutôt pour lui. Enfin, le but, c'est pareil, c'est l'état de santé de l'animal. Et souvent, les propriétaires qui sont aussi désireux de faire au mieux pour leur animal. Encore en post-étude, la dernière question, ce qui va être les choix que vous avez dû faire aussi, ou les concessions que vous avez dû rencontrer pour en fait établir cette distinction entre vie professionnelle et vie personnelle, parce que c'est quand même un métier passion. C'est quand même présent en nous et même dans notre vie personnelle. Comment est-ce que vous avez dû faire quel choix vous avez dû faire pour vraiment pouvoir séparer? Quelles concessions vous avez dû faire pour essayer de ne pas toujours mélanger votre vie personnelle avec votre vie professionnelle? Au début, il faut forcément faire des concessions si on veut avoir du monde. Donc c'est vrai que par exemple à Paris, je faisais pas trop attention aux horaires. Alors j'étais aussi dans certaines choses qui envoient des patients, par exemple, et qui vont demander pour les urgences. Ça m'arrivait d'aller faire un domicile à 21h. C'était pas tout le temps, mais effectivement, il fallait aussi savoir un petit peu ce qu'on voulait, ou c'était aussi le samedi, le dimanche, les semaines étaient assez variées. Maintenant aussi d'ailleurs, parce que je fais beaucoup de domiciles, donc les semaines ne se ressemblent pas. Mais par contre, je choisis beaucoup plus mes horaires et je me fixe plus de limites qu'avant. Pour aussi justement que ça impacte pas trop la vie personnelle.
Mais voilà, quand on est jeune, quand on démarre, qu'on a du temps, et ben c'est plus facile de pouvoir faire un peu de tout et pas forcément trop compter ses heures. D'accord, ok. Après, moi, c'était aussi un choix de faire ça pour pas faire à côté de travail salarié ou de trouver un autre job, parce qu'il y en a aussi beaucoup quand ils démarrent dans le monde professionnel, qui doivent tout de même trouver un autre job à côté pour pouvoir subvenir à leurs besoins, parce que c'est très long d'avoir une clientèle ou une patientèle. Ok, d'accord, super. Donc on va passer du coup la dernière partie, la vie professionnelle. Je vais rebondir en même temps sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous sentez que au niveau de vos clients, il y a quand même, parce qu'étant donné que aussi travaillent, une préférence pour prendre des rendez-vous davantage en week-end ou en fin de journée, ou est-ce que quand même en semaine, vous arrivez à avoir des plages horaires avec eux? Comment est-ce que vous dédiez votre semaine? Moi, j'ai des jours fixes au cabinet et j'ai 2 demi-journées pour les domiciles. Après, quand il y a des urgences, ça m'arrive de faire des domiciles sur les autres jours qui sont dédiés au cabinet. Ça dépend un peu du planning. Au cabinet, c'est fixe jusqu'à... Moi, avant, je finissais jusqu'à 20h. Maintenant, c'est plutôt 19h30. Alors oui, j'ai forcément plutôt les fins de journée qui sont remplies parce que ça arrange les gens qui travaillent. Mais on se rend compte aussi que quand ils veulent vraiment un rendez-vous, ils vont réussir à le prendre en journée s'ils en ont besoin. Bon, après, le fait d'avoir beaucoup de femmes enceintes, d'enfants, etc., les gens sont aussi un peu plus disponibles. C'est pas forcément gênant. Et puis au fur et à mesure, du coup, le cabinet se remplit la journée. Pour les animaux, comme moi, c'est un peu plus épisodique. Ou en tout cas, j'en ai pas autant que des humains, c'est un peu plus réparti aléatoirement en fonction des semaines. Je fais aussi du domicile humain, donc ça c'est pareil, ça fait bouger un petit peu. Et par contre, depuis que je suis arrivée à Annecy, moi j'ai décidé de ne plus faire les week-ends. Donc je n'ouvre pas le samedi, sauf très grosse urgence. Mais puis comme ça, c'est vrai que les patients se sont habitués. Et c'était surtout un choix parce que j'ai beaucoup de collègues qui ont ouvert le samedi, donc les patients s'habituent à venir le samedi. Mais après, quand on a une vie de famille, des enfants, etc., c'est beaucoup plus difficile de finalement dire je ne peux plus faire les samedis, donc les patients ne comprennent pas. Choix, j'ai décidé de ne plus faire les samedis. Ok, d'accord. Mais je consulte quand même assez tard le soir aussi. Donc ça peut m'arriver de consulter même un peu plus tard, ça dépend. D'accord, ok. Ouais. Ça me donne un peu voir un peu aussi ce qui est... C'est vrai que ça va dépendre des clients et du secteur où on est, mais effectivement, il y a des personnes qui vont... Pour l'instant, je sens plus ce que j'entends, c'est plus au niveau animaux, d'avoir fin de journée ou les week-ends, parce que c'est vrai que du coup, la semaine, ils travaillent et ça devient un peu... Pour les animaux, étonnamment, c'est pas forcément eux qui demandent plus le soir. D'accord. Peut-être un peu plus les week-ends, mais moins régulièrement, c'est plutôt en journée les animaux. Alors après, depuis le Covid aussi, les gens font beaucoup plus de télétravail, ils sont beaucoup plus chez eux, donc c'est beaucoup plus facile aussi. D'une part pour eux de venir au cabinet entre midi et 2 ou quand ils peuvent se prendre une pause, ou bien nous de venir à domicile parce qu'ils vont y être plus facilement dans la semaine, quoi. Donc ça a aidé un petit peu aussi, je pense. Ouais, ça joue en faveur de tout le monde. D'accord, ok. Est-ce que vous arriverez à citer le plus gros avantage et le plus gros inconvénient d'être du coup indépendante? Parce que vous êtes en auto-entreprise. Non, moi je suis au régime réel maintenant. J'étais en auto-entreprise avant. En régime réel, d'accord, c'est-à-dire tout ce qui est BNC. Alors, il y a auto-entreprise, où il y a micro-BNC, où il y a BNC. Moi maintenant je suis en BNC parce que au niveau des charges, c'était plus intéressant d'être auto-entrepreneur ou micro-BNC. Et donc voilà, les statuts juridiques, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Oui. Par rapport plutôt aux gros avantages et aux gros inconvénients, c'est quand même le fait d'être indépendant, c'est de pouvoir choisir ses horaires. Mine de rien, de choisir les jours, comment on veut les agencer. S'il y a vraiment un jour où on est trop fatigué, on peut quand même le fermer. Et puis voilà, c'est un choix. On peut aussi prendre des vacances quand on veut, ce qui est quand même vraiment sympa plutôt que de devoir demander à son patron. On est aussi justement notre propre patron. Enfin, moi j'estime que c'est un gros avantage parce que au moins on a de compte à rendre à personne, entre guillemets. Et puis au moins si on fait une erreur, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. On n'est pas forcément dépendant des autres. Et moi, c'est quelque chose qui me convient bien. Et par contre, le plus gros inconvénient, c'est quand même effectivement que, par exemple, quand on va prendre des vacances, on n'est pas payé. C'est pas toujours facile de trouver un remplaçant pendant le congé maternité. Il y a tout le côté administratif
qui est quand même assez conséquent et qui prend beaucoup de temps, qui n'est pas le plus sympathique du monde. Donc voilà, je dirais pas qu'il y a un plus gros avantage et un plus gros inconvénient. Il y a plein d'avantages et plein d'inconvénients, mais comme dans le salariat aussi, il y a plein d'avantages et plein d'inconvénients. D'accord. Donc avant, vous étiez en auto-entreprise et après, vous êtes passé en BMC, c'est ça? Ouais, au début, j'avais créé sous forme d'auto-entreprise parce que c'était ce qu'il y avait déjà de plus simple au niveau administratif, quand on doit déclarer qu'une fois par mois ou qu'une fois tous les trimestres, juste les recettes, et qu'on avait quand même moins de charges à payer parce que c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, c'était pas forcément intéressant que ce soit au niveau de la retraite sur le long terme, même si on n'est pas sûr d'en avoir, ou de la déduction des charges à partir du moment, en tout cas, où on a un cabinet, où qu'on dépasse 34% de charges. Il me semble pas que ça ait changé. C'est plus intéressant de passer au régime réel pour pouvoir déduire ses charges. Pareil pour les frais kilométriques. Il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant entre l'un ou l'autre. Parce qu'il y a quand même pas mal de variations. Ok. Et vous avez pu être accompagné du coup dans ce système dans cette démarche où vous avez essayé de voir vous-même comment est-ce que ça pourrait mieux fonctionner pour vous? Je me souviens pas très bien, c'est un peu flou, mais il me semble que effectivement c'était pas si simple que ça. Alors j'avais dû beaucoup me renseigner moi, ou alors de demander à des copines ou des collègues sous quel statut ils étaient, qu'est-ce qui les avait fait basculer, ou comment ils fonctionnaient. Donc j'avais eu, je pense, quelques réponses de ce côté-là. Puis après, bon, quand on se met vraiment dedans et à essayer de comprendre comment ça fonctionne, on finit quand même toujours par bien comprendre. Mais bon, c'est vrai que le système administratif français est quand même pas le mieux foutu. Donc maintenant, c'est quand même plus simple avec l'URSSAF et en tout cas pour nous en ostéo, la CIPAV, qui se sont regroupés. Donc on n'a pas besoin d'aller dans 4 sites différents pour payer les différentes cotisations, sauf la CFE qui est encore à part. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut quand même être un petit peu justement réceptif au fait de devoir faire pas mal de démarches et d'être plutôt organisé pour être sûr de ne pas en louper, parce qu'après sinon ils nous rattrapent et c'est pas non plus ce qu'il y a de plus agréable. Mais j'avais pas pris de conseiller particulier ou quoi pour basculer. Je m'étais juste dit, bah voilà, je vais avoir un cabinet, je vais avoir beaucoup de charges. Est-ce que j'estime que ça va être plus intéressant de rester auto-entrepreneur ou pas? J'ai une copine qui est encore auto-entrepreneur en ayant son propre cabinet parce que ses charges sont pas encore trop élevées, donc c'est plus intéressant pour elle. Mais voilà, je savais que j'allais acheter une table d'ostéo qui vaut quand même plusieurs milliers d'euros, et différents frais comme ça. Donc ça devenait plus intéressant, en tout cas, avec le loyer en plus du cabinet, de basculer au réel. D'accord, ok. Mais on paye beaucoup plus de charges, voilà. Ok, en étant indépendant. In fine. Ok. Ok. Moi, je regarde un peu déjà comment est-ce que ça fonctionne et c'est vrai que ça va vraiment dépendre des personnes. Mais il n'y a pas de... Dans les études, vous n'avez pas été tant accompagné que ça, parce que moi, maintenant, c'est vrai qu'ils ont un peu intégré, je sais qu'en ostéopathie animale, les 2 dernières années, on parle un peu de comment on s'établit concrètement, comment est-ce qu'on met en charge son indépendance, etc. Et donc, dans vos études, ça n'a pas été jusque-là ou Ils en avaient parlé un petit peu, mais je me souviens pas qu'ils avaient été très performants dans le domaine, même en humain. Ou alors peut-être que moi, à l'époque, j'avais pas forcément... tout bien compris non plus, parce que c'était quand même un peu conséquent. Mais après voilà, il faut arriver à se renseigner. En ostéopathie animale, ça vaut le coup aussi de regarder par rapport au SARL ou à d'autres types d'entreprises. Alors je m'y connais pas assez pour en parler, mais de format pour savoir qu'est-ce qui est le plus adapté en fonction des kilomètres, en fonction de est-ce que voilà, on préfère être en notre nom ou au nom d'une entreprise. Enfin voilà, je suis pas la meilleure personne pour parler du côté administratif. Quand on en a besoin, effectivement, il faut s'y intéresser. Et puis comme ça change, enfin les réglementations peuvent aussi évoluer au fur et à mesure des années, il faut quand même se tenir un peu informé. Enfin, en tout cas à la sortie des études, pour vraiment bien savoir à cet instant T qu'est-ce qui est le plus intéressant pour démarrer. Oui. Ok.
Je n'ai pas retrouvé le nom, mais c'est vrai que nous, ils proposaient dans les études, ils proposent une étude de marché, ça y est, j'ai trouvé. Donc est-ce que ça a été quelque chose que vous avez fait ou pas du tout J'ai pas du tout fait d'études de marché, non. Okay. Non. Déjà, c'est vrai que ça, ils nous en ont pas du tout parlé, donc j'aurais pas su trop comment faire. J'aurais pu me renseigner parce que je pense que j'ai des amis et collègues qui ont dû en faire. Mais c'est vrai que moi, comme j'ai démarré en assistanat, en placement, c'était pas forcément une question. Okay. Et après, la vraie question qui s'est posée quand on a voulu déménager, par contre, et changer de région, c'était justement le choix de la région. Est-ce que, par exemple, on choisit une région où il y a très peu d'ostéopathes par rapport au nombre d'habitants, mais il n'y a pas non plus grand-chose à faire dans la région, ou est-ce qu'on choisit une région plus dynamique, où certes il y a beaucoup de monde, mais déjà aussi beaucoup d'ostéopathes, quitte à ce que ce soit peut-être plus long de faire son trou, mais où on a aussi d'autres choses à côté qui nous plaisent beaucoup. Nous, enfin en tout cas avec mon mari, on s'est plutôt basé sur ce côté-là pour choisir où est-ce qu'on voudrait aller. Après bon, c'est aussi un peu différent peut-être d'autres personnes, le fait justement d'être en couple ou marié, ça aide aussi à pouvoir changer de région, à se dire que on n'est pas tout seul à démarrer quelque chose. Moi quand j'avais changé de région par contre, c'est tellement compliqué de changer de lieu de vie avec... c'est bête, mais quand on veut louer quelque chose, il faut avoir 3 garants derrière et tout ce qu'il faut bien pour que ça puisse fonctionner au niveau des agents immobiliers. Et c'est vrai que moi je m'étais renseignée en venant à Annecy pour récupérer le cabinet d'un ostéopathe. Donc j'avais eu les papiers qu'il fallait bien, parce que voilà, comme ça au moins ça prouvait que je partais pas de rien. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Enfin, j'avais démarré avec lui, puis finalement, ça n'a pas perduré parce que la communication n'a pas bien marché. Mais c'est vrai que ça a quand même permis de changer de lieu. Et c'est pas toujours évident de redémarrer de zéro autre part. Donc, de vous lier à d'autres personnes, c'est vraiment un plus pour se sentir un peu repris dans un engrenage qui est déjà lancé. Ouais, c'est ça, parce que changer de région et démarrer de rien tout de suite, je pense que c'est difficile, enfin, surtout si on connaît personne, de pas justement avoir trop de bouche à oreille dès le début. Si on a de la famille, si on a des amis, si on connaît des gens, c'est déjà très bien. Si c'est pas le cas, c'est plus difficile, je pense. Sauf si on est particulièrement bon sur les réseaux, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc effectivement, si on est très fort dans les réseaux qu'on a maintenant avec Instagram, Facebook, etc., peut-être que ça aide. Mais voilà, ça c'est pas du tout mon cas, donc... Donc voilà, les réseaux c'était pas trop quelque chose, donc vous avez quand même un site internet là où je vous ai rencontré par le biais de ce site qui permet d'expliquer quand même ce que vous faites et de voir. Donc vous avez mis en place vous-même ce site, vous avez quand même été accompagné pour le mettre, ou maintenant c'est assez facile de le faire tout seul avec les aides qui se proposent. Alors moi j'ai décidé de le faire toute seule, parce qu'en plus j'avais pas de budget pour le faire, parce que c'était un petit budget. Mais donc je l'ai fait il y a déjà un moment, il est plus très actualisé. Voilà. Le problème c'est qu'il faut, enfin dans les sites internet je crois, il faut quand même les renouveler régulièrement, et puis surtout parfois moi je l'avais utilisé WordPress par exemple. C'est quand même un logiciel difficile je trouve à prendre en main, donc quand on sait bien le faire après ça va. Mais voilà, j'aurais dû changer mon interface parce qu'elle est plus, comment on dit, c'est plus possible de l'actualiser. En même temps, j'avais pas envie de redémarrer un site internet de zéro. Donc voilà, mon site n'est pas forcément hyper à jour, je mets juste les infos nécessaires. Ça mériterait peut-être un petit rafraîchissement, mais bon, ça marche quand même bien. Donc voilà. Mais effectivement, non, après, j'utilise pas de Facebook professionnel ou... c'est vrai que j'avais LinkedIn au début, mais pour l'ostéopathie, je trouve que ça sert à rien. Ou en tout cas, c'est juste les gens qui aiment se mettre en réseau, mais je trouve que pour notre profession, moi personnellement, je vois pas trop comment ça marche. Peut-être que pour des gros cabinets où ils sont plusieurs, ils font beaucoup de communication et ça aide. Mais moi, c'était pas trop ça. Après, j'utilise Doctolib, qui est quand même une plateforme qui apporte pas mal de monde, vu que beaucoup de monde connaît Doctolib. C'est quand même assez pratique. Et puis ça permet aussi aux gens d'avoir des rendez-vous rapidement. Bon, maintenant les gens cherchent aussi beaucoup des rendez-vous rapidement, il faut que ce soit tout de suite maintenant. Et je trouve qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens qui honorent pas forcément leur rendez-vous, ou d'un coup c'est pressé et puis finalement ils se pointent pas. Alors bon, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que moi je préfère vraiment le côté bouche à oreille pour avoir des gens plutôt fiables. En tout cas, moi c'est plutôt vers ça que je tends.
À part ça, je fonctionne pas du tout avec les réseaux. Ok. Voilà. J'ai des amis qui le font, mais moi c'est pas du tout mon truc. Ok. Et donc Doctolib c'est ouvert à tout, ça peut être ostéopathie animale aussi ou c'est Non, vraiment que humain justement, c'est que humain. Ah, Et même l'année dernière, enfin quand je m'étais inscrite sur Doctolib, j'avais écrit aussi, enfin j'avais mis des photos aussi de l'ostéopathie animale. J'avais dit que pour prendre rendez-vous en ostéopathie animale, comme je faisais que des domiciles, ils ne pouvaient pas prendre rendez-vous sur Doctolib, ça n'avait pas d'intérêt. Oui. Mais ils pouvaient directement me contacter par téléphone. Et l'année dernière, Doctolib m'a écrit plusieurs fois en disant on vous a supprimé les photos de chevaux parce que c'est entre guillemets que le côté humain, voilà. Et puis même si j'avais essayé de trouver des formulations un petit peu plus détournées pour pouvoir laisser l'ostéopathie animale au moins juste sur la page de profil, juste pour que les gens puissent me contacter sans prendre rendez-vous au Doctolib, et ben non, ils me sont quand même tombés dessus 2-3 fois en disant non, on enlève tout ça, on supprime tous les mots animaux, animal, équin, tout ce qui est hors humain en fait. Okay, impossible en tout cas de communiquer sur Doctolib maintenant. Okay. Mais même sur certains critères de prise en charge justement en humain où c'est devenu beaucoup plus restrictif que ce qui était avant. Donc c'est vrai que pour le côté animalier, il n'y a pas de plateforme dédiée. Moi, j'en utilise pas et c'est vrai que c'est plutôt par les patients directement ou ils me trouvent par la page. C'est vrai que et en fait, j'ai aussi beaucoup d'appels, en tout cas ici, pour faire des stages d'observation en ostéopathie animale. D'accord. Je leur réponds toujours négativement parce que je suis principalement en cabinet humain, donc ce serait pas intéressant un stage d'observation de venir avec moi. Il y en a beaucoup qui me cherchent de cette façon-là, donc je pense ça fait entre guillemets aussi remonter le profil sur Google automatiquement de cette façon-là, et donc après les gens qui cherchent vraiment pour leur animal, peut-être qu'ils me trouvent aussi plus facilement. Ouais, ok, parce que c'est vrai que c'est aussi... Moi aussi j'ai essayé de faire des stages avec des ostéopathes et effectivement quand on a un métier un peu indépendant et qu'on couple son métier avec d'autres choses que d'autres personnes ont spécifiées, on connaît d'autres ostéopathes qui ont d'autres spécificités au niveau animal, bah, ils peuvent pas forcément nous prendre ou en tout cas c'est plus complexe. Ce serait plus sur une journée dédiée où ils savent qu'ils ont c'est ça. Des certains clients pour apporter une charge intéressante à leurs stagiaires. C'est pour ça que je leur dis effectivement d'essayer de contacter des ostéos qui sont que ostéopathes animaliers. Ouais. Sinon ça manquerait d'intérêt étant donné qu'ils veulent faire des stages que pour l'ostéopathie animale. Ok, ouais. Et donc une dernière question, ça qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais est-ce que vous avez choisi du coup de faire des partenariats ou de vous lier, donc vous êtes lié quand même avec d'autres professionnels, mais est-ce que vous avez fait alors je sais pas comment on explique ça, mais certaines personnes se sont rassemblées pour faire un trio ou un duo pour approfondir leurs patients, s'échanger les jours ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez fait des sortes de partenariats avec soit d'autres métiers, soit avec l'ostéopathie? Alors, partenariat en tant que tel, je suis pas sûre que ce soit ça. Ce que je retrouvais pas comme mot tout à l'heure, là, c'était... Je pense que partenariat, ce serait un beau mot. Par exemple, moi, je fais partie de Réflex Ostéo, qui est une plateforme qui, justement, permet de relayer les patients qui appellent cette plateforme vers les ostéopathes dans la localisation du patient. Donc, tous les ostéopathes qui sont... par exemple sur Annecy référencés à Réflex Ostéo, et ils vont nous envoyer un message pour aller à domicile en disant qui est-ce qui serait dispo pour un domicile à tel endroit par exemple, ou ils regardent un peu nos plannings sur Doctolib et en fonction de qui est dispo ils peuvent aussi envoyer le patient. Bon, évidemment il y a rétribution monétaire en échange, donc je ne sais pas si on peut vraiment parler de partenariat parce que c'est pas exactement ça. Après, je fais pas forcément de partenariat avec d'autres professionnels. Non, c'est plutôt, moi j'aime bien entretenir les relations en allant prendre un café, discuter de certains patients, de certaines problématiques qu'on a pu avoir en commun sur un patient, ou avec mes collègues orthophonistes des fois quand on se pose des questions sur tel ou tel enfant, etc. Après, non, c'est plutôt sinon le côté à nouveau bénévolat, où à Annecy je suis dans un collectif d'ostéopathes bénévoles. On est 24 cette année et on intervient 2 fois par mois au Secours catholique sous forme d'une demi-journée
pour justement permettre à tous ceux qui ne peuvent pas se permettre d'aller en cabinet de pouvoir se faire soigner en ostéopathie. Et là, on a la particularité de travailler en 4 mains. Donc on fait vraiment 2 ostéopathes par patient sur l'après-midi. Donc on est 4 ostéos à chaque fois, ça tourne, on travaille. Ce qui est sympa, c'est que du coup, on travaille avec plein d'ostéos différents à chaque fois, vu qu'on n'a pas toujours les mêmes demi-journées. Donc on croise beaucoup de collègues, et puis ça c'est plutôt enrichissant aussi. Comme ça fait voir un peu des pratiques ou des approches un peu différentes, même si on essaye d'avoir une trame commune. Et par contre, en ostéopathie animale, non, j'avoue que je n'ai pas créé de partenariat particulier. Non, ça pas du tout. Ok, très bien. Bah super. Est-ce que vous avez des choses que vous donner des conseils, ou soit partager d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées, qui semblent importantes pour vous On a abordé pas mal de choses quand même. Oui. Pour le côté ostéopathie animale, j'aurais tendance à dire que faut un peu s'accrocher quand même. Je pense que... Alors moi, j'ai pas fait les études en 5 ans. Je pense que c'est très intéressant. Mais c'est vrai que, ouais, quand même, l'examen final, faut pas se leurrer, il est pas facile du tout. Et je pense que c'est quand même une grosse charge de travail, donc faut être un peu sûr de soi, même si c'est faisable, hein. C'est très faisable de le faire, hein. Mais voilà, ça peut être un peu rébarbatif et pas très... ça donne pas envie d'être très optimiste, je trouve, avec ce CNOV à la fin des études. Mais voilà, si je pense qu'on est sérieux, qu'on travaille bien et qu'on a vraiment la passion pour ça, on peut y arriver. Et après, ça marche. Voilà, pareil dans la vie professionnelle, quand on est passionné et qu'on a envie de faire les choses bien, ça finit toujours par marcher. Donc voilà, sinon après, non, pas forcément d'autres choses. C'est bien d'avoir un métier passion, mais c'est pas toujours évident non plus. Je comprends. Ok. Voilà. Bah, je vous remercie, c'est vraiment très enrichissant tous ces partages et tout cet ensemble qu'on a pu aborder. Sinon, si vous voulez qu'on donne vos coordonnées, on pourra. Et donc, c'était vraiment très bien de pouvoir vous rencontrer et de pouvoir vraiment approfondir ça, parce que c'est vrai, c'est aussi sur quoi je vais me lancer, et ça permet de cibler un peu pour moi comment est-ce que je pourrais donner au moins quelques idées pour comment est-ce que je pourrais procéder, même si j'ai déjà fait quelques petites techniques pour voir déjà comment est-ce que je pourrais me lancer. Mais je vous remercie. Et ben merci à vous. Je vous remercie de votre écoute. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous invite à vous abonner pour pouvoir ainsi bénéficier des petites notifications pour voir les prochains podcasts qui sortiront, ainsi que mes vidéos ou shorts. Je vous invite également à liker et commenter pour me dire ce qu'il en est de ce podcast et si vous avez envie que je continue dans ma lancée. Et si vous avez des choses à partager sur le sujet, c'est avec plaisir que je vous lirai. Je vous souhaite une agréable fin de journée et abonnez-vous à la chaîne. Bye bye!